Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce matin pour ce nouveau webinaire Convertéo. Aujourd'hui, on va parler pricing et plus particulièrement stratégie promotionnelle. Quelques règles un peu de ce webinaire avant de commencer. N'hésitez pas, vous avez un onglet sur votre écran pour nous poser vos questions. N'hésitez pas à nous les poser tout au long du webinaire. On les prendra soit au fil de l'eau, partie par partie. Sinon, on a également prévu une partie questions-réponses à la fin. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous les remonter au fur et à mesure pour être sûr de repartir avec votre réponse. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée d'Émilie Gariel, qui est notre bonjour Émilie, qui est notre partenaire en charge de l'équipe pricing chez Convertéo. Donc qui a mené de multiples projets pricing au sein de Convertéo et aussi dans ses expériences passées, qui va pouvoir du coup nous parler davantage stratégie promotionnelle aujourd'hui. On est aussi accompagné de Clément Delille. Salut Clément, qui est manager chez nous, qui est un expert du retail et qui donc lui aura davantage une casquette stratégie promotionnelle, oui, mais davantage orientée client et catégorie management. Sans plus attendre, je vous propose du coup qu'on rentre dans le vif du sujet et je te laisse la main, Émilie. Très bien. Je vais d'abord commencer par vous présenter rapidement Convertéo pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. On est un cabinet de conseil qu'on qualifie d'hybride puisqu'on est un cabinet de conseil aussi bien stratégique, opération, aussi bien marketing que data. On est basé essentiellement à Paris et depuis peu aux États-Unis et au Canada, donc à New York et à Montréal. Convertéo, c'est un cabinet qui existe depuis 2007, donc un peu plus de 15 ans. 15 ans d'expérience en data et en digital. On accompagne plus de 200 clients, essentiellement des grands comptes, mais également des ETI dans toutes les industries. Et on est aujourd'hui à peu près 450 avec des profils extrêmement variés puisque on a dans nos équipes aussi bien des data scientists, des développeurs, des data analysts, que des experts métiers et des consultants généralistes, donc une grande polyvalence qui nous permet d'accompagner nos clients un peu de bout en bout et de manière très transverse sur leur sujet. On va voir que la promotion fait typiquement partie de ces sujets qui requièrent de multiples compétences. En termes de pricing, c'est une activité qu'on a lancée chez Convertéo il y a un petit peu plus de 2 ans. Et on a accompagné une dizaine de clients depuis 2 ans sur ces sujets. Comme le disait Colline, moi, pricing, ça a été ma vie dans les 15 ans qui ont précédé mon arrivée chez Convertéo. On est une entreprise, on l'a déjà dit, de conseil hybride, donc on fait de la stratégie, des opérations. On a des compétences transverses avec un très, très fort ADN autour de la data et de la technologie et une vaste expérience dans la réalisation de projets de pricing. Quand on applique ce terme un peu hybride au pricing, ça veut dire qu'on accompagne nos clients, en fait, selon leurs besoins, selon leur maturité, autour de 4 grands piliers, du conseil vraiment métier, stratégie, opération, processus, gouvernance, pricing. On les accompagne également dans leurs projets de transformation, dans la gestion du changement. On sait que les projets pricing sont en général des projets notamment en B2B qui nécessitent un fort et un long accompagnement au changement. On peut également intervenir dans l'implémentation ou dans le design et la mise en œuvre de solutions de pricing, donc soit des solutions de marché, soit des solutions qu'on développe de manière ad hoc pour nos clients. Et on a une proposition de management de transition ou de support opérationnel aux équipes en cas de pic de charge ou d'absence à remplacer. Le pricing, c'est un sujet, et je pense que vous êtes nombreux à l'expérimenter autour de cette table virtuelle, qui est à la fois un sujet très métier, très marketing, mais un sujet également très data et de plus en plus tech au fur et à mesure que les entreprises s'outillent. Et nous, on rassemble un petit peu chez Convertéo toutes ces expertises au sein d'une même activité avec des équipes qui travaillent de manière très fluide, aussi bien sur de l'implémentation d'outils où on va combiner des experts métiers, des développeurs, des data engineers, que sur des projets de pure connaissance et amélioration
métier pricing, où là, on va avoir des experts métiers et des experts de la data. On a pas mal de références en pricing, je vais pas toutes vous les passer. On a travaillé aussi bien et on travaille aussi bien pour des acteurs B2B industriels que pour des acteurs de la GSA. Et on travaille aussi bien sur des missions de recommandation, d'amélioration pricing que sur des gros projets de transformation ou sur des projets d'implémentation ou de construction d'outils. Je pourrais répondre aux questions si vous en avez. Je vais vérifier dans le chat. Pas de questions à ce stade, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Pas de questions, j'y vais. Donc aujourd'hui, on est là pour vous parler de promotion. La promotion, c'est un vaste sujet. On a décidé de prendre un angle qui est un petit peu spécifique et très contextuel, qui est comment se sortir du piège de la promotion. On a bien conscience que, en fonction de votre industrie, de votre entreprise, Je crois qu'on a un mini problème technique. On revient vers vous au plus vite pour continuer. Effectivement, je vais me permettre de continuer rapidement la présentation le temps que qu'Émilie puisse reprendre. L'idée qu'effectivement de présenter le sommaire. Donc l'objectif, ce sera de vous remettre un peu de contexte sur cette idée de comment sortir du piège de la promotion, toujours en lien aussi avec une stratégie pricing, de faire après un focus sur la manière dont on peut mesurer l'efficacité de sa promotion, notamment des points, des enablers nécessaires à cette bonne mesure, comment on peut également après ajuster ce dispositif promo suite à cette étape de mesure de l'efficacité promotionnelle. Et enfin, Émilie, j'étais en train de continuer le sommaire en ton absence. Alors j'espère que je vais pas être déconnectée parce que ça me dit que je suis déjà connectée ailleurs, ce qui n'est pas le cas. Donc je reste avec vous tant que je peux. Je te laisse reprendre la main. J'étais juste en train de dire qu'effectivement, j'avais fait les deux points, les points 2 et 3 en expliquant où c'était et j'en arrivais justement au point numéro 4. Donc, je te relaisse la main. Très bien. Qui va être la dernière étape de notre modus operandi pour se sortir de la promo, qui est de réussir à redonner à la promotion son caractère exceptionnel. Et puis, on finira avec des questions-réponses. En introduction, je disais qu'on pouvait parler de la promotion. Clément, je crois que c'est pour toi aujourd'hui. Hein. On continue avec toi. Tu es en mute. On arrivait à l'étape de conclusion et de Q&A. Peut-être, Colline, tu peux proposer sinon à Émilie de me rejoindre pour qu'elle puisse en fait assurer correctement son webinaire. En termes de contexte, le premier point, c'est cette question, un peu cette notion de réinvention de la promotion, puisque c'est un fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, voilà, Émilie, je vais te laisser la place. Je te laisse. Tout à fait. Je vais reprendre ici. Nos excuses pour ce petit bug technique. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à se sortir d'un contexte de dépendance accrue à la promotion, contexte évidemment amplifié par la situation d'inflation, donc 2 années d'inflation extrêmement forte, la plus forte inflation depuis le choc pétrolier, avec aujourd'hui une situation où les prix stagnent, mais où les consommateurs réclament encore énormément de promotions.
et c'est bien ce qu'on indique ici, tout le monde aujourd'hui veut de la promo. Les clients et les consommateurs demandent de la promotion. Les entreprises concurrentes à la vôtre ont probablement une activité promotionnelle significative. Vous pouvez vous dire, je ne sais pas si je dois vraiment en faire encore plus ou pas, mais finalement, face à la concurrence, face aux médias qui parlent de promotion et d'attente consommateur, de toujours plus de promotion, vous finissez par céder, faire de la promotion, et on rentre dans un cercle vicieux d'habituation des consommateurs à la promotion et de toujours plus. Donc, on a une vraie situation de marché, d'attente de promotion et d'habituation progressive à la promotion, et on en vient dans certains secteurs à avoir la promotion qui peut représenter 30 à 50% des volumes vendus par an. Mais la question, c'est est-ce que ça, c'est soutenable, c'est pérenne dans le temps? Est-ce que ça nous permet d'avoir une croissance durable? Et les questions qui se posent aujourd'hui, elles sont souvent de deux ordres, et ce qui fait que beaucoup d'entreprises s'interrogent aujourd'hui sur leur stratégie, leur intensité promotionnelle. C'est deux choses. D'abord, une question vraiment économique. À court terme, est-ce que le ROI de mes promotions, il est bon? On va rentrer dans le détail. Beaucoup d'entreprises mesurent aujourd'hui très mal le retour sur investissement de la promotion. Et à long terme, une question sur l'image de marque qui peut être dévalorisée en cas de promotion trop fortement présente. Je pense qu'autour de la table, en tant que consommateur, tout le monde a conscience que une entreprise, une marque, une enseigne où tout est systématiquement en prix barré ou en promotion, ça pose un petit peu des questions sur la qualité des produits et la qualité des services. Donc, à long terme, il y a quand même cette question, ce dilemme. Court terme, j'ai l'impression que j'augmente mes volumes, même si je suis pas très sûre du ROI. Long terme, je me rends probablement compte que je me fais peut-être pas du bien. Est-ce que l'équation économique est bonne et est-ce que je dois continuer à faire de la promo? Et puis, il y a un contexte, deuxièmement, qui est légal. Le contexte légal qui encadre de plus en plus la promotion. Alors, ça n'empêche pas d'être créatif et de trouver des moyens détournés de continuer à faire de la promotion différemment. Mais on a quand même les lois Egalim 1, 2 et 3, la directive Omnibus, qui rendent la promotion et certains types de promotion plus compliqués à mettre en œuvre. Et donc, on est vraiment dans ce questionnement pour beaucoup d'acteurs aujourd'hui, que ce soit B2B et surtout B2C aujourd'hui. Est-ce que je dois persister dans cette stratégie de promo un petit peu à tout va? Et que se passe-t-il si je décide d'arrêter les promotions? Parce que c'est vraiment cette question qui est un petit peu au cœur du débat. Beaucoup d'acteurs se disent on aimerait bien faire un peu moins de promo, on aimerait bien que ce soit plus ciblé, plus efficace, qu'on soit plus sûr de l'impact positif que ça a pour nous, mais en même temps, on en a toujours fait, les concurrents en font, je ne sais pas ce qui se passe si j'arrête, le niveau de risque est trop élevé, je continue et je reproduis ce que je faisais par le passé. Et donc, l'idée de ce qu'on va vous présenter, c'est pas d'avoir une recette miracle, il n'y en a pas. C'est juste de remettre du rationnel dans l'activité promotionnelle. On va donc partager avec vous une approche qui est une approche long terme pour pouvoir sortir sereinement de cet effet un petit peu tout promo. Je vérifie un instant les questions. Pas de questions, on passe à la partie suivante. L'approche qu'on vous propose aujourd'hui pour essayer de répondre à cette question du comment je sors du tout promo avec sérénité, c'est 3 temps. 3 temps assez simples. Le premier, c'est le temps de la mesure. Être capable de savoir quelle promotion fonctionne moins bien, en fonction évidemment de l'objectif qu'on fixait à chaque promotion. Mesurer l'efficacité de chacun des dispositifs promotionnels pour pouvoir passer à l'étape 2, qui est celle de l'optimisation, qui se fait à 2 titres. Le premier titre, optimiser la promotion individuelle, trouver le meilleur dispositif, la meilleure durée, la meilleure date de démarrage, la meilleure profondeur de promotion, combien de réductions je consens ou quel type de réduction, buy one, get one free, 30%, 40%, etc.
Et puis, il y a une deuxième couche d'optimisation dont on va parler, qui est celle du portefeuille d'actions promotionnelles. Donc, dans le cadre d'une stratégie d'entreprise, savoir quelle promotion habituelle on va reconduire avec quel type de dispositif et lesquels on va mettre un petit peu en sourdine, quitte à changer la tendance et à inverser la tendance l'année suivante si la stratégie de l'entreprise requiert des types de promotions différents. Et la dernière étape, donc première étape, je mesure, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. Deuxième étape, j'optimise, je rationalise, j'enlève les promotions inutiles, je pousse les promotions efficaces et je fais ça dans un contexte vraiment stratégique. Et troisième étape, si je veux vraiment sortir de la promotion, je dois redonner à la promotion son caractère exceptionnel, je dois lui redonner du sens et je dois repenser l'animation de la base client. On va y revenir. La promotion, c'est une réduction de prix dans le vocabulaire général, mais c'est aussi un moyen de parler à ses prospects et de parler à ses clients. Donc, c'est un levier marketing. Si on perd cette voie de communication avec les clients parce qu'on réduit l'activité promotionnelle, il est possible, voire probable, qu'on doive compenser une partie de cette activité par d'autres leviers marketing s'il s'avère plus efficace. On va rentrer dans chacune de ces parties. Je vous propose de démarrer. La mesure de l'efficacité promotionnelle. C'est la première étape. Et c'est pas la plus simple à mener, c'est pas la plus rapide à mener, mais c'est l'étape clé sans laquelle vous ne pourrez pas bâtir les étapes suivantes. La difficulté de la mesure, alors je sais pas, et vous pouvez répondre dans le chat et partager vos expériences, si certains d'entre vous ont lancé des chantiers de mesure de l'efficacité promo, sont souvent des chantiers un petit peu longs pour deux raisons. Parce que pour mesurer l'efficacité promotionnelle, en fait, on a besoin de construire des modèles, donc des algos qui vont mesurer l'efficacité d'un dispositif donné dans un contexte donné. Et ce modèle, il doit être fiable et complet. On va revenir sur ce que ça veut dire qu'un modèle complet. Et puis, on a un deuxième challenge qui est celui de la donnée. Qui dit modèle ou algo dit donnée source qui vient nourrir le modèle et qui nous permet d'apprendre. Et la donnée dans la promo, quand d'année en année, on a à peu près reproduit la même chose, on a peu de variabilité et donc on manque de données. Et si on manque de données, le modèle ne donne pas de réponse pertinente. On va d'abord faire un zoom sur la partie un petit peu modèle, comment on mesure l'efficacité d'une promotion. Le premier élément qu'on voulait partager avec vous, c'est que beaucoup d'entreprises, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y avait eu un sondage en B2C qui avait été fait, et entre 60 et 80%, parce que je ne veux pas dire de bêtises, des entreprises concédaient qu'en fait, leur mesure de la promo, elle était basée quasiment exclusivement sur l'augmentation des volumes. On appelle le sales uplift. Le premier élément à avoir en tête, c'est que rien que pour avoir un uplift propre, il faut débiaiser l'augmentation des volumes d'un certain nombre d'éléments. Alors, vous nous pardonnerez, le schéma, il y a eu un petit bug, c'est un petit peu décalé pour ceux qui sont assez tatillons. Vous verrez que la cannibalisation devrait démarrer de plus haut. Mais l'idée est la suivante. Vous avez ce qu'on appelle une baseline, donc un montant des ventes hors promotion. Et puis, vous constatez, suite à une promotion, une augmentation des quantités vendues. Cette augmentation des quantités vendues, elle doit être retraitée de plusieurs facteurs. Le premier, c'est la cannibalisation. Est-ce que j'ai vendu plus du produit en promo, mais moins des produits de substitution, des produits adjacents d'une autre gamme, par exemple? Et donc, est-ce qu'en fait, j'ai eu un report de consommation d'un produit vers un autre? Vous avez un deuxième effet qui peut être extrêmement significatif, qui est celui des achats anticipés. J'achète parce que c'est en promo, mais j'aurais consommé ces quantités-là. La seule différence, c'est qu'au lieu d'acheter, excusez-moi, on a un autre problème technique dans la salle, j'espère que vous m'entendez toujours. La différence, c'est que j'achète aujourd'hui 3 unités, alors que j'en aurais acheté une par mois sur 3 mois. Donc, c'est un faux effet d'augmentation des volumes, puisqu'en fait, c'est juste de l'anticipation des achats. Et puis, on a un dernier effet qui vient biaiser un petit peu cette augmentation des volumes, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo.
Et cet effet, il peut être positif comme négatif, il est souvent positif, c'est parce que j'ai une animation promotionnelle, quelque part, en cross-catégoriel, j'augmente mes ventes, j'attire du trafic, et donc j'ai des impacts positifs sur d'autres produits ou d'autres catégories de produits que celui ou ceux concernés directement par la promotion. Et c'est uniquement quand on a retraité l'augmentation de volume de tous ces effets en négatif comme en positif qu'on arrive à un incrément réel des ventes liées à la promotion. Donc, premier élément à bien garder en tête pour une mesure pertinente et efficace de l'efficacité promotionnelle, débiaiser et recalculer un incrément des ventes propre. Deuxième élément très important, l'efficacité d'une promo, c'est avant tout un retour sur investissement. Et c'est donc un impact sur la marge qu'on doit calculer et pas simplement une augmentation des volumes. On va y revenir dès la slide suivante. Il peut y avoir des objectifs de volume spécifiques, mais l'indicateur clé à construire pour mesurer l'efficacité promo, c'est le ROI. Et j'ai construit un petit exemple là que je vous présente qui illustre bien ça. On peut avoir une augmentation très significative des volumes et pour autant une dégradation de la masse de marge globale pour une raison qui est très simple, c'est que les produits qui sont vendus en promo avec par exemple une promo de 30 ou 50%, ce moins 30 ou ce moins 50% s'applique à la baseline, donc aux achats qui auraient été réalisés par les clients en l'absence de promotion. Et donc, si votre baseline est assez conséquente et que votre volume, votre incrément de volume est moyennement conséquent, si vous avez fait une promo à moins 30%, vous vous retrouvez vite à diviser votre marge par deux. J'ai pris l'exemple à droite de ventes en volume qui passent de 100 à 120, donc une augmentation des ventes de 20%. Une réduction de 30%, donc on passe d'un prix unitaire de 1 à 0,7. Vous avez vendu 100 en valeur hors promo. Avec la promo, vous vendez 84. Les coûts, vous en avez plus hors promo puisque vous avez plus de volume. Et à la fin, vous dégagez 50 de marge sans la promotion et uniquement 24 avec la promotion. Donc, on peut assez vite arriver à des retours sur investissement négatifs, d'autant que, et on ne le montre pas sur cette slide, mais je le rajoute à l'oral, la mesure du ROI, elle doit se faire en tenant compte de l'impact de la promotion sur les marges, mais également de tous les coûts annexes liés à la promotion. Et ces coûts annexes, ils peuvent être assez conséquents, puisque qui dit promotion dit réduction tarifaire, mais également le faire savoir. Le faire savoir, c'est possiblement des prospectus imprimés, c'est possiblement des équipes, certainement des équipes qui travaillent à la gestion de cette promotion. Ça peut être, dans certains cas, notamment en B2B, des tierces parties qui vont gérer la promotion et des remboursements différés. Donc, c'est tout un ensemble de coûts qui viennent s'ajouter à la possible réduction de marge ou à l'impact sur la marge de votre promotion. Donc, un incrément des ventes qui doit être propre, cet incrément des ventes qu'on doit transformer en impact marge, auquel on doit intégrer les coûts annexes de la promotion. Quand vous faites le calcul, un certain nombre de promotions, et on l'a fait chez deux acteurs, un certain nombre de promotions qui sont perçues souvent en interne dans l'entreprise comme des promotions phares qui marchent extrêmement bien, on se rend compte que le ROI est négatif. Petite précision, bien évidemment, le ROI, c'est un indicateur clé, c'est celui qu'on recommande de mettre en place pour toute promotion. Il est nécessaire, il n'est pas toujours suffisant. D'une part, en fonction de chaque objectif que vous allez allouer à une promotion, et ça, je fais une petite parenthèse, mais c'est vraiment une best practice à avoir en tête. Quand on lance une promotion, on doit savoir pourquoi on fait cette promotion. Est-ce que nous sommes dans un contexte de recrutement, d'acquisition de trafic, de fidélisation, d'image prix, de déstockage? Et en fonction de chacun de cet objectif, on ne va pas forcément se fixer le même objectif de ROI. On peut très bien accepter, par exemple, dans le cadre du déstockage, d'avoir un ROI qui est nul, voire qui est légèrement négatif, voire qui est négatif parce qu'on préfère vendre ses produits et s'en débarrasser que de devoir write-offer tout le stock et mettre à la poubelle. Mais on peut également compléter le ROI d'autres indicateurs
qui vont dépendre de chacun des objectifs. Je ne vais pas tous les passer en revue, en fonction en plus du type d'entreprise que vous êtes, B2B, B2B2C, B2C, vous allez avoir des typologies d'indicateurs différents, mais le recrutement de nouveaux clients, ça peut être le nombre de nouveaux clients acquis, la fidélisation, ça peut être le pourcentage de repeat, la fréquence moyenne d'achat, le taux de nourriture, l'image prix, ça va être des indicateurs de NPS ou d'image prix, l'optimisation des stocks, évidemment, ça va être l'écoulement du stock, le stock restant, donc plusieurs indicateurs qui peuvent être pertinents pour une promotion individuelle pour venir compléter la lecture du ROI. Pas de questions? Je vais passer à la suite. On a vu donc que pour construire un modèle pour pouvoir sortir de la promotion progressivement et sereinement, il faut d'abord pouvoir mesurer l'efficacité de la promo, et que mesurer l'efficacité de la promo, ça nécessite déjà de construire un modèle assez complet sur l'efficacité individuelle de chaque promotion. Pour que ce modèle y tourne, il faut de la donnée. Et c'est là qu'on arrive à un sujet qui est souvent un vrai caillou dans la chaussure, c'est qu'au fur et à mesure des années, il y a cette fameuse tendance à reproduire le marronnier promotionnel identique à l'année précédente, à très peu faire évoluer les choses, à très peu tester parce qu'on a peur de, si jamais on se met à tester, perdre beaucoup de volume, abîmer son image prix, etc. Et donc, on a peu de variabilité dans la donnée historique sur la promotion. Je rajouterais d'ailleurs qu'au-delà de la variabilité de la donnée, quand on s'attaque pour la première fois à la construction d'un modèle de mesure d'efficacité promo, on a déjà souvent un problème de données sources avec des données sur l'existant qui sont pas toujours très structurées. Pour vous donner un exemple d'un cas client qu'on repassera également tout à l'heure, il nous a fallu 2 mois pour récupérer et être capable de structurer l'historique de l'activité promo. Quand est-ce que chaque promo a été lancée, avec quel type de dispositif et avec quels objectifs derrière. Donc, quand les processus déjà de lancement promo et de suivi process des promotions ne sont pas en place, on a déjà une donnée à structurer. Une fois que cette donnée est structurée, on a la question de la variabilité de la donnée. Les algos marchent, apprennent et déduisent de l'efficacité promo quand on est capable de comparer des dispositifs différents. Si la promo a toujours été lancée à la même époque de l'année et sur la même durée avec le même pourcentage, on ne saura même pas distinguer possiblement une baseline d'un incrément. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche assez itérative, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais quand même de stratégie et de projets un petit peu long terme sur la sortie de la promotion, ou sur la rationalisation de la promotion. C'est d'abord dans un premier temps de construire un modèle simplifié. On prend les données historiques, on les structure et on fait un premier modèle de mesure. Peut-être que dans ce modèle de mesure, il n'y a pas les effets de halo, il n'y a pas la cannibalisation, parce que c'est des choses plus compliquées à aller mesurer. Mais on a un premier modèle et on se forge une conviction sur oui, ce modèle marche si je le nourris d'une donnée suffisante. Comme on l'indique, souvent, on se heurte au problème de manque de variabilité historique des données. Et c'est là qu'on va commencer à arriver dans l'enrichissement du modèle, un enrichissement de 2 ordres, un enrichissement vraiment algorithmique. On va aller chercher à mesurer d'autres types d'effets qui nécessitent des granularités d'analyse plus importantes, mais également, on va enrichir avec plus de données. Donc, on va avoir une stratégie de test en disant cette promo, au lieu de la faire sur 3 mois, on la fait sur 2 mois. Ce dispositif, au lieu de mettre du moins 40%, on va essayer avec du moins 20%. Et on acquiert de la connaissance et on apprend, on récupère de la donnée, on refait tourner les modèles. Et le but, c'est d'arriver à terme, à terme pouvant être à horizon 18, 24 ou 36 mois, on arrive à avoir un côté non pas réellement prescriptif, mais prédictif, un petit peu comme les modèles MMM, pour ceux qui connaissent le marketing mix modeling, qui va dire, dans tel type de contexte, avec tel type d'objectif promo, je sais que le moins 20% est suffisant et que le moins 30% a un ROI qui est inférieur. Je sais que je dois faire plutôt des promos courtes que des promos longues, et ainsi de suite.
S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. On va vous partager un cas client. On est dans un contexte B2B, un fabricant de pièces automobiles qui cherche à rationaliser ses promotions pour préserver les marges. C'est un acteur qui investit des montants extrêmement significatifs en promotion, à la fois en promotion, c'est un industriel, donc à la fois en promotion selling pour des distributeurs, à la fois en promotion sell-out, donc pour des clients finaux, et qui est vraiment dans le cas de figure très typique de il y a des saisonnalités sur certains produits, j'ai toujours fait ce type de promo. Le marché d'ailleurs obéit un petit peu au même calendrier promotionnel, donc j'ai répété, mais je mets possiblement des centaines de millions d'euros en investissement promo sans avoir jamais la certitude que ça fonctionne et que c'est efficace, ni savoir quelles promotions sont plus efficaces que d'autres. La méthodologie qu'on a mise en place, c'est exactement ce qu'on a partagé avec vous, c'est d'abord de construire un premier outil pilote. On va mesurer les ventes, donc l'incrément des ventes et le ROI sur un périmètre réduit avec un modèle un petit peu simplifié. Une deuxième phase, on va consolider, donc on va affiner et enrichir le modèle avec de nouvelles données. On va également étendre un petit peu le périmètre à d'autres géographies, d'autres gammes de produits. Et puis une troisième phase dans laquelle on n'est pas encore, qui sera la phase d'industrialisation, qui visera à déployer un modèle durable et fiable, avec toujours une approche d'amélioration continue du modèle, et de plus en plus une approche qui, grâce à la capacité un peu prédictive et à l'enrichissement des données, des tests qui auront été menés, saura dire, dans un contexte donné, quel type de promotion est à privilégier. Les résultats, donc ça c'est un projet qu'on a démarré il y a 9 mois. Les résultats après 9 mois, c'est qu'on a un modèle qui est rentré dans un cycle d'amélioration continue. Donc on a un modèle qui tourne, qui sait dire si une promotion a un ROI qui est faible, voire négatif, moyen ou très élevé. Si ça concerne toutes les marques, c'est un fabricant multimarque, ou uniquement certaines marques. Et d'ailleurs, c'est la deuxième conclusion des résultats. On a beaucoup de disparités entre les différentes marques du fabricant. On a des ROI qui sont négatifs et on a des ROI qui vont jusqu'à 11 pour une même typologie de produit, mais avec des marques différentes. Ce qui n'est pas très étonnant puisque sur une marque très premium, de manière un petit peu intuitive, on peut penser que il y a une willingness to pay qui est élevée, il y a un attachement à la marque qui est élevé, là où les marques moins premium sont des marques qui sont en concurrence avec des fabricants chinois, par exemple, qui inondent le marché à bas prix. Et d'un seul coup, ce qui était une marque un peu plus haut de gamme, grâce à la promotion, devient une marque compétitive. Et là, on a un effet volume très, très important et donc un ROI positif. Et on est arrivé à la conclusion que quand même, à peu près 50% des promotions telles qu'elles existent aujourd'hui sont inefficaces. Ce qui n'est pas rien, puisque si on récupère le budget d'investissement qui est mis dans ces promotions-là pour le mettre sur des promotions efficaces ou sur d'autres leviers marketing, on récupère, encore une fois, on est dans des ordres de grandeur où on se parle de dizaines ou de centaines de millions. S'il y a des questions pareilles, je ne vois pas de questions. On arrive à la deuxième partie de notre approche en 3 temps. On a mesuré. Une fois qu'on mesure, on rationalise. Donc, on ajuste le dispositif promo. Et là, c'est assez simple. Donc, je vais passer assez vite. L'objectif, ça va être d'optimiser chaque promotion individuellement, quitte à repasser par une phase de test. Donc, se dire, cette promo, peut-être avant de la tuer, peut-être que mon ROI est pas bon parce que mon dispositif est pas le bon, donc ma durée, ma profondeur, il y a des choses à changer. Donc, j'essaye d'optimiser à l'échelle individuelle. Je supprime les promotions inefficaces. J'ai laissé sa chance à ma promo. Le ROI est toujours pas bon. J'ai testé 2-3 dispositifs différents. Il est temps de considérer qu'on peut la mettre à la poubelle. Et puis, troisième élément ou troisième étape, piloter le mix promotionnel, le portefeuille d'investissement promotionnel en rebasculant les budgets des promos qui fonctionnent pas ou mal vers celles qui fonctionnent bien dans une logique d'adéquation avec la stratégie de l'entreprise,
Vous pouvez être sur certains marchés et à certains moments de la vie de l'entreprise plutôt en recherche d'acquisition de clients, de parts de marché, et donc aller privilégier des dispositifs promo et des types de promos qui maximisent l'impact pour l'acquisition client, et à d'autres moments ou sur d'autres marchés ou dans d'autres contextes, être plutôt en recherche de fidélisation des clients et donc aller choisir des typologies de promotion différentes et en fonction du poids du corps que va mettre l'entreprise sur l'un ou l'autre de ces deux exemples, consacrer plutôt 80% du budget à l'un et 20% à l'autre. Un cas client qu'on voulait vous partager, un travail qu'on a mené avec Carrefour pour rationaliser les promotions. Le but était de préserver la marge, d'augmenter la marge, sans atteindre l'image prix ni la part de marché dans un contexte d'inflation. C'est un projet mené il y a un peu plus d'1 an. Le but, c'était donc d'éliminer des promotions inutiles, de prendre un catalogue promo et de se dire sur ces 50 promotions que je lance, est-ce qu'il n'y en a pas 5 ou 10 dont je pourrais me passer parce qu'en fait, elles ne m'apportent rien et donc à long terme, elles créent de l'habituation à la promo et puis elles ont un coût quand même de négociation avec les fournisseurs, de mise en place dans les rayons, dans les prospectus, etc. La méthodologie, elle a été assez simple. D'abord, une analyse historique qui visait à identifier les produits qu'on appelle promo-résistants, c'est-à-dire pour lesquels finalement l'incrément de volume était quasiment nul par rapport aux ventes fonds de rayon habituelles. Deuxième étape, donc cette identification, elle s'est faite par cluster de magasins, ça n'a pas été à une maille plus fine, ça pourrait aller à des mailles beaucoup plus fines dans l'idée. Là, le besoin, c'est de faire quelque chose d'assez rapide, donc on a été identifier des typologies de magasins, regarder leur listing promo et identifier les promos qui semblaient résistantes ou à très faible impact. Rationalisation, donc refonte du catalogue en éliminant les promos inefficaces. Et puis, test. Donc pour une même typologie de magasin, une partie des magasins avec le nouveau catalogue, dont on avait éliminé les promotions inefficaces, ou jugées inefficaces, ou hypothèses inefficaces, et puis l'ancien catalogue. Et puis on a comparé les résultats entre les deux typologies de magasins. Les résultats étaient assez flagrants. Le chiffre d'affaires n'a pas été en baisse, au contraire, il était en augmentation sur les magasins à nouveau catalogue, une augmentation qui est liée à la baisse de prix qui n'a pas eu lieu, donc il y a une augmentation très bête et méchante, il n'y a pas de promo, donc le prix de base est plus élevé, mais qui a même dépassé l'impact marge. Donc en fait, il n'y a vraiment pas eu d'impact sur l'activité et l'attractivité de ces magasins, ce qui était quand même un élément très important parce que, à défaut sur les temporalités qu'on avait de pouvoir mesurer l'image prix, ce qui était important, c'était de pas éliminer des promos inefficaces, mais génératrices de trafic, qu'allait se reporter, le fameux effet de halo, qu'allait se reporter sur les autres catégories et les autres produits. Donc, on voulait vraiment regarder le chiffre d'affaires du magasin. Pas d'impact sur le chiffre d'affaires du magasin et une baisse du poids promo, donc une amélioration des marges. En l'absence de questions, je passe à l'étape 3. Donc, première étape, on mesure. Deuxième étape, on rationalise, on élimine ce qui est inutile, on maximise le budget là où c'est vraiment efficace. La troisième étape, si on veut se sortir du tout promo, c'est quand même quelque chose qui est, et là on va arriver dans des considérations presque un peu plus philosophiques, qui est de redonner à la promotion son caractère exceptionnel. La promotion est devenue un levier tactique qui, sous l'impulsion de secteurs comme la GSA, qui sont des secteurs très très sensibles à la promotion et dont certains acteurs ont fait du prix bas et de la promotion vraiment leur image de marque et leur fer de lance, mais c'est quelque chose qui a aussi dérivé sur d'autres secteurs d'activité où c'est moins intrinsèque à la promesse de valeur d'une marque ou d'une enseigne, et pour autant les pratiques promotionnelles se sont un peu calquées sur celles de la GSA. Et donc, on n'est pas en train de dire que toute marque, toute enseigne peut et doit sortir de la promotion et de la promotion à tout va. On est en train de dire que si vous pensez que peut-être chez vous, il y a un petit peu trop de promo et que c'est moins dans votre ADN et dans votre promesse, la dernière étape
pour sortir de la promo à tout va, une fois qu'on a mesuré, rationalisé, c'est de réussir à redonner à la promo son caractère exceptionnel. Le caractère exceptionnel de la promo, pour nous, il est fondé sur 3 éléments. La rareté. On doit espacer, coordonner les promotions pour maximiser leur impact. On ne doit pas avoir l'impression que c'est un peu tout le temps en promo et que si on n'achète pas en promo, c'est qu'on se fait bien avoir. Donc, il faut réduire la fréquence pour éviter la banalisation. Le deuxième élément, il est important, c'est le sens. Être capable de contextualiser ces promotions pour que le client comprenne pourquoi il y a une promo. Il y a une promo parce que c'est le mois du blanc ou c'est le Black Friday. Peut-être qu'on ne peut pas s'en passer. Et encore, certains acteurs essayent d'en sortir en disant « nous, on a des prix justes toute l'année ». Ça peut être du déstockage. On comprend bien que quand une collection en tant que consommateur, quand une collection va être remplacée par une nouvelle collection, il peut y avoir des promotions ou des soldes, même si le terme solde a un contexte légal un peu différent. Et en fait, quand on redonne du sens, le consommateur redevient actif et comprend pourquoi il y a une promotion et on n'est pas en train de transformer quelque part le prix par la promotion. Et puis, le troisième élément, c'est la notion d'urgence. Il faut que la promotion soit limitée en durée ou en quantité pour créer une opportunité qui est vécue et perçue comme rare et précieuse et vers de l'appréciation du client. Quelque part, toute l'idée, c'est mes clients vont se dire « ça, c'est une bonne affaire », mais ça n'arrive que si la bonne affaire, elle est rare, elle est comprise et elle est à durée limitée. La baisse de la promotion, on ne peut pas penser, ce serait beau en théorie, mais ce serait faux en pratique. On ne peut pas penser qu'elle va être sans impact, parce que la promotion, c'est pas seulement une réduction de prix, c'est-à-dire vous aurez beau essayer de faire, et c'est une enseigne, c'était Castorama qui à un moment a voulu un petit peu du tout au tout, il y a quelques années, sortir de la promo avec une philosophie d'un prix juste toute l'année, et qu'elle fait machine arrière après quelques mois. On ne peut pas penser qu'on peut sortir de la promo d'un seul coup, et on ne peut pas penser non plus qu'on va sortir de la promo sans compenser l'engagement client et la communication client qui était permise par la promotion. Parce que la promotion, c'est pas seulement du prix, c'est de la mise en avant et c'est un levier de visibilité, d'engagement et de communication avec ses clients et avec ses prospects. Et donc, en fait, la promotion, elle s'inscrit dans un mix marketing au sein duquel on va trouver d'autres leviers qui vont être différents selon le B2B et le B2C. Si on prend l'exemple du B2B, on pourrait avoir des leviers d'animation en point de vente. On pourrait avoir des leviers de communication via des commerciaux, des leviers serviciels. Si on prend le cas du B2C, on ne peut pas parler, même si c'est pas écrit sur sa slide, de la capacité à faire de la promotion ultra personnalisée. Alors, c'est de la promotion. C'est aujourd'hui assez minoritaire dans la performance, mais ça reste la direction que prennent les choses, et donc d'être très client-centric et d'avoir une approche d'engagement client via de la réduction tarifaire, mais pas que, beaucoup plus personnalisée que la promotion massive, qui est ce dont on cherche à s'extraire. Et donc, en fait, tout l'objet, c'est de dire, si vous arrivez au stade où vous pouvez vraiment réduire l'intensité promotionnelle, mais on arrive à une autre problématique et à un autre stade de développement qui est de mesurer l'efficacité des différents leviers marketing et de rebasculer tout ou partie, puisqu'on élimine quand même des promotions inefficaces, donc au moins partie du budget promotionnel vers d'autres leviers du marketing. Et ça, on re-rentre dans un cycle de mesure, mais où cette fois-ci, on n'est plus à l'échelle de la promotion et des dispositifs promotionnels, mais de l'ensemble des leviers marketing. Et on va arbitrer en se disant, j'ai rationalisé ma promo, je baisse ma promo. Est-ce que j'ai besoin? Et si oui, qu'est-ce que j'actionne comme levier d'activation? Et Clément, qui est à côté de moi d'ailleurs, me regarde en disant, elle n'a pas parlé de retail média. Le retail média étant un levier d'engagement et de communication avec ses clients. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le retail média, le principe est de permettre une activation média ou une activation promotionnelle
à des marques via du partage de données entre les marques et des distributeurs de manière très automatisée et très ciblée. Et donc, une marque pourrait voir que chez son distributeur, elle a une part de marché plus faible que ce qu'elle espère et ce sur quoi elle compte sur un type de persona client, sur une typologie de produits donnés, et lancer une action de communication via du média ou une action de promotion ciblée pour cette maille assez fine, client-produit chez son distributeur. Sachant que pour compléter, ce qui change aussi, c'est effectivement la relation même de négociation de la promotion, parce que dans le retail media, l'objectif aussi, c'est de pouvoir permettre aux marques d'activer directement leurs clients, mais donc de se passer, entre guillemets, l'intermédiaire du distributeur, dans l'idée qu'étant que les marques connaissant bien leurs clients, elles sont en capacité de leur proposer les bonnes promotions au bon moment, etc., et donc d'avoir un impact qui soit plus performant aussi. Donc on change aussi en termes de relations entre fournisseurs, distributeurs, d'organisation de la promotion. La conclusion, je pense que je l'ai rappelé plusieurs fois, hein, donc mesurer, rationaliser et valoriser. Pour nous, ce sont les 3 étapes pour sortir un peu de cet engrenage de la promo. Ce sont des chantiers relativement longs, mais sur lesquels on arrive à avoir des résultats extrêmement rapides. Le cas client que je vous partageais tout à l'heure sur le fabricant de pièces automobiles, en l'espace de 3 mois, on avait déjà des hypothèses assez fortes sur des promotions inutiles et sur des dispositifs à revoir, même si le modèle était assez data poor et qu'il nous manquait des effets de cannibalisation et de halo, mais qui dans ce business-là sont moins significatifs que dans la GETSA, par exemple. Si je peux faire justement un retour d'expérience là-dessus, c'est que souvent on a tendance à vouloir mesurer trop précisément la promotion avant de répondre à la première question qui est est-ce que ma promo est efficace? Et ça, souvent, on peut, avec des données assez simples, avec simplement, même en visualisant ces données lorsqu'il y a des promos, etc., se rendre compte ou si la promo est efficace ou pas. Et ensuite, s'il y a dans un deuxième temps, si on se dit, oui, effectivement, je vois quelque chose, je vois un mouvement dans mes ventes lors de mes promotions, je peux me poser la question de se dire, est-ce que c'est vraiment un effet positif? Est-ce qu'il y a vraiment une incrémentalité? Ce qui rejoint ce que présentait tout à l'heure Émilie. Mais parfois, simplement, si on se rend compte qu'il n'y a pas de mouvement, la réponse, elle est simple, la promo n'est pas efficace. Et donc, on peut s'en passer. Donc voilà, souvent, il y a un peu cette idée que le mieux est parfois l'ennemi du bien, et que d'aller trop précisément dans la recherche de la performance au SKU près, etc., on en oublie la picture globale qui est de se dire, déjà simplement avec mes ventes, je suis en capacité de savoir si ma politique promotionnelle est efficace ou pas. Tout à fait. Et c'est exactement comme ça qu'on travaille avec nos clients en fonction de leur niveau de maturité et de la donnée disponible. On commence par des choses un petit peu grossières. On voit s'il y a des tendances, des choses qui se dégagent et on construit au fur et à mesure du temps. Parce que le but, c'est souvent, moi j'ai entendu des clients qui disaient, mais en fait, on a lancé un chantier sur la mesure d'efficacité promo et puis on s'est arrêté. On s'est arrêté parce qu'on est rentré dans des considérations. On avait les data scientists que j'adore autour de la table et le modèle, il n'était pas assez bon et ci et ça. Et en fait, comme le dit Clément, parfois on veut aller trop loin et on sait que ça va être un chantier qui va prendre du temps, mais on démarre simple et on rajoute au fur et à mesure du temps. Il nous reste 10 minutes, un quart d'heure pour des commentaires, des questions, des réponses, des retours d'expérience. On est à votre disposition. Je vois qu'on n'a pas de questions qui arrivent pour le moment. On vous laisse encore quelques instants. Je te propose sinon, Émilie et d'ailleurs Clément aussi, on a reçu des questions par mail. Je vous propose du coup qu'on y réponde le temps qu'on ait des questions en live. Hop, on en a une première. Donc le livre blanc qui est le support de cette présentation. On peut d'ailleurs vous mettre le lien dans le chat pour les personnes qui ne l'auraient pas téléchargé. Donc ce livre blanc, il aborde le sujet des promotions dans un cadre plutôt traditionnel, axé sur des produits physiques. Comment est-ce que ces stratégies peuvent être adaptées pour des services ou des produits digitaux où l'offre peut être infiniment personnalisable et personnalisée? Pour moi, la différence principale entre les deux, c'est une différence de quantité
de données à traiter et de niveau de granularité. C'est le même principe, il faut mesurer l'efficacité, mais on va la mesurer de manière beaucoup plus globale quand on est sur une promo dans un magasin qui s'applique à tous les clients et quand on est sur une promo personnalisée qui est poussée à certains types de clients ou certains clients individuels. Donc ça va possiblement démultiplier le nombre d'analyses à faire et donc renforcer le besoin d'être outillé et d'automatiser un certain nombre d'analyses, mais ça change absolument pas la philosophie. Plus on analyse et on mesure à un niveau granulaire, plus on est performant derrière. Ce que je dirais même, c'est que souvent, en fait, effectivement, le premier niveau de données est plus facile à obtenir sur la partie digitale, d'avoir les coefficients multiplicateurs des ventes lors des promotions parce que la donnée est immédiate, etc. Mais souvent, paradoxalement, il est plus compliqué d'avoir une vraie vision de l'impact de la promo, et notamment tous les effets repos liés à la mise en avant sur la partie digitale qui vont être au cœur justement des problématiques. Lorsque vous, aujourd'hui, maintenant, les acteurs vont avoir tendance à avoir des promotions qui peuvent être multicanales, omnicanales, c'est se poser la question en fait au-delà de la mécanique, au-delà du temps, c'est aussi quel est le bon canal et quelle est la bonne articulation entre les différents canaux pour me permettre d'augmenter la valeur de mes promotions. Donc souvent en fait on a les mêmes problématiques, la question de la rentabilité, la question de l'efficacité, mais au-delà de ça c'est aussi la partie digitale doit s'inscrire dans un univers plus large qu'est le modèle omnicanal, puisqu'aujourd'hui quand même pour la plupart des marchés le digital reste minoritaire dans les ventes. Et donc, l'objectif, c'est aussi de bien capturer cet effet indirect, notamment sur les ventes physiques de la promotion digitale. Et pour ceux qui n'ont pas entendu parler du ROPO, c'est le principe de Research Online, Purchase Offline, qui peut dans certains cas être Research Offline et Purchase Online d'ailleurs, mais c'est tous les effets report en fait où une promotion qui est mise en avant sur un canal va générer des ventes sur un autre canal. Et tous les acteurs qui sont omnicanaux aujourd'hui connaissent normalement cette problématique de mesure. Ok, ça marche. Je vois qu'il y en a qui sont en train de taper dans le chat. N'hésitez pas, hein, n'ayez pas peur. On est là pour répondre à vos questions pour encore plusieurs minutes. Donc, sautez le pas. En attendant, je vous propose qu'on prenne la deuxième question qui nous a été envoyée par mail en amont du webinaire. Est-ce qu'il est possible de prédire l'efficacité des promotions avant leur lancement en utilisant des outils d'intelligence artificielle ou d'apprentissage automatique? Et si oui, comment est-ce que ces technologies peuvent être appliquées pour affiner la planification des promotions? Alors, là-dessus, j'ai envie de faire une réponse de Normande. J'en parlais ce matin avec notre équipe Data Science de ce sujet, donc c'est marrant de voir la question maintenant. Oui et non. Ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est avoir des modèles. En fait, les modèles qu'on utilise pour mesurer l'efficacité promo, aujourd'hui, sont des modèles de régression linéaire. Donc, ils apprennent un set de données historiques avec un contexte donné. C'est un peu comme le marketing mix modeling. On sait analyser à l'arrivée ce qui s'est passé. Plus on analyse de contextes et de dispositifs promo différents, plus on se rapproche d'une capacité qu'on a quand il y a beaucoup de données à dire, dans tel contexte, tel type de dispositif avec telle profondeur de promo génère de bons résultats. Et donc, plus on peut l'utiliser après pour faire de la planification et se dire, ma stratégie l'an prochain sur telle gamme de produits pour tel type de client, c'est plutôt d'aller chercher du volume. Quels sont, dans mon historique, les dispositifs qui vont maximiser mes probabilités de succès par rapport à ce besoin? Et donc, je vais aller piocher dans cet historique pour chercher à savoir quel dispositif je vais mettre en œuvre. En revanche, ce ne sont pas des modèles type deep learning où, à un instant donné, on va pouvoir de manière... Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on n'arrivera pas à le construire plus tard, et de donner aujourd'hui dans la GSA pour être capable de se dire, tiens, pour être complètement prescriptif et automatisé, et pouvoir se dire, tiens, j'ai un concurrent, j'ai récupéré de l'info concurrentielle, j'ai un concurrent qui lance une promo sur tel produit,
dans tel contexte que je n'ai pas vraiment déjà expérimenté, déjà vécu, et voilà la bonne réponse, et voilà exactement ce qu'il va falloir faire. On n'en est pas encore à ce niveau-là de boule de cristal. Ah, on est revenu. Un des points souvent aussi qui rend complexe vraiment d'avoir un niveau très précis sur de prévision de l'impact, c'est ne pas oublier que finalement vous n'êtes jamais seul dans votre écosystème. C'est-à-dire que généralement les modèles arrivent assez bien à prédire ce qui peut se passer pour votre enseigne, pour votre marque, mais c'est beaucoup plus compliqué dans une picture globale parce que les concurrents eux aussi vont bouger. Donc vous pouvez faire le meilleur prospectus du monde, si demain votre concurrent le fait aussi, forcément ça va affecter vos performances. Donc souvent, il y a quand même une tendance à parfois, ça revient un peu à ce qu'on disait au début, de vouloir aller trop précisément dans l'analyse à performance, dans la planification, et parfois de ne pas passer par cette première étape qui est de se dire, je peux, avec des modèles assez simples, analyser ce qui ne fonctionne pas, réduire ce qui ne fonctionne pas, et ensuite d'aller chercher des gains marginaux avec des solutions beaucoup plus complexes. Mais il y a parfois un peu l'envie de sauter le pas et de confier déjà la politique directement, entre guillemets, à la machine, en oubliant cette première phase où on peut gagner beaucoup, avoir des ROI sur les projets qui sont très importants, simplement en repartant des bases, c'est de se dire, OK, j'ai 100 promos, combien sont inefficaces, combien me coûtent de l'argent, et c'est là, j'ai pas forcément besoin de machine learning pour les identifier, et je peux le faire de manière assez simple. Je rajouterais, en fait, quand on se parle des bases pour l'efficacité promo, il y a souvent une première base qui n'est pas en place, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, quand je fais une promo, que je l'ai planifiée en fin d'année pour le calendrier de l'année à venir, ou que ce soit une promo réactive, soit une situation interne, j'ai trop de stock, soit une situation externe, j'ai un concurrent qui lance une promo. Quand il y a une décision de lancement de promo, elle est encore dans beaucoup d'entreprises pas formalisée et basée sur assez peu de process et de data. Donc déjà, commencer à se dire, je dois avoir une sorte de promotional charter à chaque fois que je lance une promo qui dit pourquoi je la fais, donc dans quel objectif, dans quel contexte, avec quel type de dispositif, ça permet déjà de mettre en place une bonne première base. Deuxième base, quand j'ai commencé à faire de la mesure, que j'ai éliminé ce qui ne marchait pas, etc., je peux mettre en place des triggers. Donc me dire, dans un contexte donné, je sais, et je le sais parce que je l'ai expérimenté, que j'ai récupéré la donnée, que j'ai appris, je sais que ça ne sert à rien de répondre par de la promo. Par exemple, sur certains marchés, moi j'en ai connu un dans la distribution professionnelle, si un concurrent lance une promo, se lancer en suiveur si on n'est pas dans les 2 jours qui suivent, ce qu'on n'était pas capable de faire, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il a fait son coup d'éclat, on a joué, on a perdu, on va juste dégrader de la marge, c'est pas utile. Donc en fait, le but c'est vraiment ça, c'est au-delà de la prescription, c'est se forger des convictions et structurer son processus de prise de décision et de suivi, évidemment, des promotions. Et alors, je vais cette petite digression, mais qui rejoint le thème aussi, c'est que souvent, il y a parfois un axe qui est trop sur la performance de la promotion en tant que telle, sur, en gros, le coefficient multiplicateur des ventes dans la promotion, en oubliant... Qui déjà n'est pas bon parce que ROI. Voilà, ROI. Mais aussi d'avoir un peu une vision un peu plus éditoriale de la promo. Ce que tu disais tout à l'heure, aussi la promotion, c'est aussi un média, il y a un contenu derrière, donc l'objectif aussi, c'est que la promotion peut servir à porter une image qui va au-delà de l'image prix. Lorsque je fais un prospectus sur Noël, lorsque je fais un prospectus sur le développement durable, ce genre de choses, je travaille aussi mon image de marque. Je vais pas forcément aller chercher de l'impact business à tout prix, mais je vais aller chercher d'autres choses. Il y a un peu, si on caricature, la problématique de se dire si demain je fais un prospectus avec que les promos performantes, je vais me retrouver avec des prospectus qui ne créent pas de lien avec mes clients. Parce que ce ne seront que des produits de base, des produits trafic, et on oubliera tous les produits plaisir. C'est sûr qu'une tablette de chocolat, ça fait moins qu'un paquet de lessive, ou voilà, mais dans l'idée, le shopper, il est quand même aussi content d'avoir des produits
qui le font rêver, des innovations, des choses, etc. Donc ça permet aussi de créer du lien. Et d'ailleurs, petit appel à candidature, ça c'est quelque chose, si quelqu'un a envie qu'on l'aide à tester ça, même en pro bono, moi je suis très partante. Quand on parle de promotion, il y a la notion de mise en avant et de communication de médias, comme tu disais, qui est au moins aussi importante que la vraie réduction de prix consentie. J'aimerais bien, et si certains d'entre vous l'ont déjà testé, contactez-moi, je serai très preneuse des résultats, faire des tests où en fait la réduction tarifaire est nulle ou extrêmement minime, mais on a juste l'effet communication et on voit ce que ça donne. Est-ce qu'il y a des questions? On est arrivé au bout de notre webinaire. J'espère que ça vous a plu, que vous y trouvez des sources d'inspiration. On n'a pas été très aidé par la technique. Alors, on vient d'emménager dans des tout nouveaux locaux chez Convertéo. Et donc, on a eu des rideaux qui se baissaient, des connexions Wi-Fi qui se coupaient, mais on est très bien installés. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir. Et si vous avez des questions, vous voulez avoir des discussions en direct avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous, merci à toutes.